Apéro spécial Blazers. Les Portland Trail Blazers. Exactement, Damian Lillard. Exactement, lui-même. Et de tous les copains, Eric Jones, etc. On va en parler en long et en large. Comment ça va, Alex, en ce jour si particulier? Écoute, ça va plutôt bien. Hein, pouf, voilà, ça va plutôt bien. Ça va bien. Par respect pour mes potos fans des Nuggets ou mes potos fans des Blazers, je n'ai pas mis ma casquette Suns. Je suis resté extrêmement raisonnable. J'ai mis mon balai est juste bien rangé. Voilà, j'ai ni balai ni casquette des Blazers. Donc on pourra pas dire que je fais du mauvais esprit ou quoi. Les Suns sont juste l'équipe qui joue le mieux au basket depuis le début de ces playoffs. Voilà, c'est tout. C'est un constat. C'est pas du tout un truc de fan. C'est un constat. C'est un constat, voilà. C'est de l'objectivité totale et de l'expertise. Au contraire, pourtant, des Blazers dont on va parler ici. Vous le savez, en cette avancée des playoffs 2021, on aime bien à la fois parler des séries en cours, mais aussi de celles et ceux qui sont en vacances. On avait déjà fait un petit apéro notamment sur Miami, sur comment mieux entourer Luka Doncic. On a fait les Celtics aussi. On a fait les Celtics aussi parce qu'ils ont été bien dosés au niveau de l'actu, comme il faut. Voilà. On aura l'occasion de parler de nos copains les Lakers et de toutes les autres franchises au fur et à mesure, tant que vous restez calme et sage. Peut-être les Suns ou pas, hein, quand on célébrera le titre. Il n'y a pas d'urgence. Ça, on le sait. Voilà. Exactement, il n'y a pas d'urgence. Tranquille. Bref, pour ceux qui l'ont vu, évidemment, il y avait une enquête qui est sortie ce midi. Nous, on vient parler de Portland pour plein de raisons. Petite enquête. Et oui, toute petite enquête. On vient parler de Portland là maintenant parce qu'il y a plein d'éléments dont on doit discuter ensemble. Déjà, on fait la bise aux fans de Portland qui ne s'attendaient peut-être pas à être discutés en ces termes-là à ce moment de l'année, mais entre changement de coach, sortie au premier tour, superstar fâché et general manager qui s'est bien exprimé au micro, il fallait qu'on en parle quand même. Rappelle-moi, ça veut dire quoi déjà SFMH? Shake my fucking head. Shaking my fucking head. C'est ça? C'est SMFH, pardon. Oui, ou Show me some fucking honor aussi, hein, voilà. pour les joueurs de Terry Stotts. Non, mais c'est vrai, il y a plein de choses à dire. Ouais, il y a pas mal de choses à dire. En plus, déception, déjà. Ça, tout démarre de cette sortie de route au premier tour, qui, à mon sens, est une déception, même si les Nuggets ont fait 3e de l'Ouest et les Blazers que 6e. Pour moi, en l'absence de Jamal Murray, tout par-delà. Si les Blazers s'étaient passés tant bien que mal, et puis qu'ils étaient en train encore de résister là aux Suns, on se poserait pas toutes ces questions. Peut-être. Là, moi, je trouve que beaucoup de choses partent de cette désillusion, hein, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est la désillusion. Ouais. Parce que ce que les Suns viennent de faire aux Nuggets, je dis pas que les Blazers allaient défoncer les Nuggets comme ça et tout, mais je reste persuadé que déjà l'éviction de Terry Stotts, on va en parler et tout, mais clairement il fait partie des responsables de cet échec au premier tour. Bien sûr. Mais il est pas tout seul. Je reste persuadé que ces Blazers avaient de quoi mettre beaucoup plus en difficulté les Nuggets, bien plus que ce qu'on a vu en tout cas. Bien sûr. Après on le sait aussi que sur cette série dont on va reparler en détail, il y a un match énorme de Lillard où ça se termine pas forcément de la meilleure des manières, hein. Ça aurait pu se jouer à pile ou face. Tu remportes celui-là, peut-être que tu peux finir le deal. Il n'empêche que quand tu gagnes pas, quand Lillard met 55 points, faut se poser des questions. Faut se poser des questions aussi. Tout à fait, il n'empêche que le basket et la NBA chaque saison, c'est des histoires de pile ou face, parfois d'ajustement, et donc malheureusement, Portland est en vacances. Le terme qui revient le plus, c'est désillusion. Pourquoi ? Parce que on va faire tout dans l'ordre. Déjà, parlons quand même de ce qui s'est passé en automne dernier. On était après la saison, justement, on avait vu une saison assez particulière, remontada des Blazers, tu participes au premier tour, tu as fait le premier play-in tournament pour affronter ensuite les Lakers au premier round, bon, tu te fais sortir, c'est comme ça. Mais lorsqu'on avait vu la draft et la free agency, on avait fait un petit apéro, un petit bilan avec toute la commune, en parlant justement des équipes qui tapaient un peu du poing sur la table sur cette intersaison un petit peu courte, et qui disaient, on a vraiment amélioré notre effectif. Et Portland et Neil Olshey se positionnait très très haut, puisqu'on avait du Derrick Jones Jr., des garçons qui venaient compléter le roster, Robert Covington tout à fait, qui avait été grappillé à droite à gauche, et donc on sentait, et via les propos d'ailleurs de Neil Olshey, le général manager des Blazers, que Damian Lillard était mieux entouré que jamais dans sa carrière au moment où la saison démarre. On avait un effectif à 100%, c'est-à-dire que Nurkic avait eu le temps, était prêt. D'ailleurs, on l'a vu en début de saison. McCollum, il fait un début de saison en mode All-Star. Lillard est là, bien évidemment. L'effectif des Blazers a l'air équilibré, profond. Bon, clairement. On avait déjà des petits,
des petits bémols sur la capacité défensive de cette équipe, mais on se disait, waouh, ils peuvent tellement bien attaquer et tout. Enfin, ça peut vraiment être intéressant. Après, ils ont eu des blessures pendant la régulière, on peut pas enlever ça aide pas. T'as McCollum notamment qui s'est fait un peu, couper dans son élan. Nurkic a été un peu blessé aussi. Bien sûr. Ils ont eu beaucoup d'éléments qu'ils ont tranchés. Hein. Ouais. Lillard a encore dû porter le bordel quand même pas mal à bout de bras dans de longues périodes. Hein. Lillard fait peut-être sa meilleure saison individuelle en carrière. Il y en a plein qui débattent en se disant putain, le mec a été vraiment, vraiment incroyable. On avait déjà eu du Damian complètement dingo, mais là il est monté à un tel niveau, on s'est dit putain, tu lui enlèves McCollum qui évoluait vachement bien, tu lui enlèves Nurkic. Il y a eu du transfert aussi en cours de saison parce que même si on a pu voir l'émergence de certains comme Anthony Simons, on a Gary Trent Jr. qui montrait de très belles choses et qui échangeait notamment contre Norman Powell, qui est un petit peu l'espèce de coin flip réalisé par Neil Olshey pour essayer de voir s'il peut apporter encore plus sur les ailes que Gary Trent Jr. Dimension athlétique, moins bon shooter clairement que Gary Trent. Avec des connotations financières qu'on connaît, parce qu'il voulait savoir justement ce que ça allait donner avec Norman Powell cet été. Mais c'est vrai que Portland, par définition, c'est triste, hein, mais a encore eu des blessures à foison pendant la saison, parce que dans l'Oregon, je ne sais pas ce qui se passe, mais ils ont une espèce de savoir-faire dans le mercurochrome et l'anzaplas, comme on dit chez moi. Mais pour le coup, on est sur une saison où il y a beaucoup de gens qui ont eu des blessés, une saison où il y a eu énormément d'ajustements. Certains ont dû faire sans LeBron ou sans Eddie pendant certains moments, certains ont dû faire sans une partie de leur star ou de leurs 5 majeurs, et s'en sont sortis. Et au moment où tu arrives sur la fin de saison, tu as l'impression que Portland a un peu récupéré un tout petit peu de momentum, mais qu'il y avait déjà des reports qui sortaient à peu près vers début avril, mi-avril, où on se disait, putain, là, ça va être quoi? Ça va être un play-in tournament? Ça va être une qualification de spies en playoff pour ensuite se faire sortir? C'était chaud quand même. Ouais, mais je suis d'accord, moi je faisais partie de ceux qui pensaient que Portland avait récupéré, comme tu viens de le dire, un peu de momentum à l'arrivée dans les playoffs, puisque le fait d'avoir évité le play-in tournament, d'être passé finalement pas si loin de ça de la 5e place, de s'être bien battu, d'avoir retrouvé un semblant de dynamique en fin de saison, pendant que les Nuggets, eux, venaient de perdre Murray, et ok, ils ont réussi à bien finir, mais à bout de bras de Jokic, tu vois, genre, vraiment... on en arrive, comme je l'ai dit tout à l'heure, bon j'ai un peu grillé la chronologie tu vois, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on en arrive à ce premier tour raté, on va pas se mentir, et c'est pas pour faire offense aux Nuggets, ils ont hyper bien joué le coup les Nuggets, mais désolé, dans quel monde Campazzo Rivers ça domine Lillard McCollum? Alors après évidemment c'est... Domine, non mais vous m'avez... genre, dans quel monde une équipe avec un backcourt Lillard McCollum et... Je suis désolé, un front de courte sur le papier tout à fait capable. Évidemment qu'il y a Jokic, qu'il est MVP en face et qu'il a été énorme contre les Blazers, mais t'avais un équilibre côté Blazers qui, à mon sens, devait te permettre de passer ce tour et donc du coup de fortement... Parce que là, le constat qu'on va faire, il va être dur pour les Blazers. D'ailleurs, ils l'ont déjà fait eux-mêmes, vu qu'en gros, ils n'ont pas traîné et Terry Stotts s'est fait dégager. Enfin, comment on dit en anglais ? Mutually Parted Ways, MPW. Voilà, c'est ça. En donc, gros, c'est une rupture, mais un accord mutuel. Publiquement, on va dire qu'on n'était vraiment pas d'accord. Voilà. Ça, c'est comme quand tu te fais lourder par ta meuf et puis que tu dis que c'était les deux. C'est bon, c'était à l'amiable. Hein. Ouais, on a fait ça. Non, mais on s'entend bien. Ouais, on restait amis. Ouais, d'ailleurs, on a vu à la conf de presse de Neil Olshey, putain, qu'est-ce que ça s'entend bien entre le GM c'est clair, et son coach. exactement. Ouais, la conférence de presse de Neil Olshey. On a une bonne relation, c'est un fils de pute. C'est clair. En substance, il a dit bon, alors il a fait de la merde, j'aurais dû le virer beaucoup plus tôt, mais bon. Ouais, c'est ça. Mutually Parted Ways. J'en veux à personne, mais c'est vraiment la faute de tout le coaching staff. Et ce genre de choses est clairement le fruit d'une grosse désillusion, comme tu as dit tout à l'heure, Bastien, au premier tour, où tout MVP qu'il est, Jokic, les Suns l'ont montré dans le tour suivant, ça va. Ces Nuggets, sans Jamal Murray, malheureusement pour eux, ils étaient grave prenables. Voilà. Non, mais bien sûr, c'est ce qui fait d'ailleurs que de toute façon, nous on a fait la preview, et je sais que moi j'ai été chahuté, comme toi aussi, par les fans de Denver. On a pronostiqué tous les deux Portland qui passait ce premier tour. D'ailleurs, et comme tu l'as dit, je l'aurais dit aussi, il n'y a aucun crédit qui doit être retiré aux Nuggets qui ont montré de Mike Malone au reste de l'effectif qu'ils étaient juste tout simplement meilleurs. Une meilleure équipe. Meilleure équipe, meilleur ajustement, meilleur intellect interne. Par contre, c'est vrai que on avait fait des apéros au bout de 2 matchs, au bout de 4 matchs, et j'ai un souvenir mais très vif au bout de 2 matchs
lorsqu'il y avait eu les 2 premiers matchs à Denver, puisque Denver avait l'avantage domicile, qu'on avait Portland qui avait tapé du poing sur la table dès le Game 1. Et on avait discuté tous les deux sur les poufs, et on se disait, bon, il y a 1-1, Portland a fait le travail. C'est-à-dire que tu récupères l'avantage du terrain. Tu as 2 matchs à domicile, normalement, si tu gères le travail à la maison, tu t'évites un scénario potentiellement catastrophe qui est un Game 5 où tout peut se produire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu as laissé un de tes 2 matchs à domicile, puisque ça a été le fameux Austin Rivers Game. Alors, c'est comme ça, on va me dire, bah oui, mais j'y peux rien. Bah oui, mais quand t'es la pire défense de NBA, bon bah écoute, c'est comme ça aussi. Hein. Bah si, t'y peux quelque chose. T'y peux complètement quelque chose. Et donc vient ce fameux Game 5, où c'est l'histoire des playoffs. Tu peux avoir une performance all-time, mais où le reste de l'équipe ne suit pas. Et en face, ça tient. Il y a un MVP qui exécute bien avec un bon coach. Les bons ajustements sont faits. Denver l'emporte et va finir de manière quand même assez honteuse pour les Blazers à Portland. Celle-là, franchement, c'était super chaud à voir. C'est l'un des rares points d'ailleurs, ces histoires de meilleure équipe, c'est l'un des rares points sur lequel je peux rejoindre Neil Olshey, dans le sens où si sa déclaration, c'est vraiment une déclaration qui pue l'aigreur et le sel à plein nez, mais il a raison sur un point à mon sens, c'est que Terry Stotts aurait pu et aurait dû en faire une meilleure équipe de cet effectif. Mais bien sûr. Voilà. Ça, c'est indéniable. On est d'accord. À partir du moment où tu as laissé notamment... Pas déconner quand même. À partir du moment où tu n'as pas utilisé une de tes acquisitions, on a parlé de Robert Covington où ça a été utilisé, mais une des acquisitions notamment était Derrick Jones Jr., où on sait aussi il a eu lui aussi des soucis de blessure, mais où il a enchaîné aussi des matchs en DNP, donc did not play, alors qu'il y avait des possibilités vraiment de lockdown. Je veux dire, c'est pas un créateur, c'est un spécialiste défensif qui est capable d'apporter en hustle et en énergie. Quand tu vois que lui n'a pas ses minutes de jeu, alors que derrière on va avoir des paires avec du Carmelo Anthony et du Enes Kanter, et no disrespect envers ses vétérans, mais juste les métriques elles sont réelles. Tu ne peux pas défendre avec des garçons comme ça en 2021. C'est clair, je te rejoins. Terry Stotts est arrivé au bout d'un parcours, et pas n'importe quel parcours, ça faisait 9 ans qu'il était là quand même. Ouais, ça faisait peut-être trop longtemps d'ailleurs. Hein. Peut-être que effectivement les Blazers vont avoir besoin d'un coach ou d'une coach d'ailleurs. Hein. Tout à fait, bien sûr. Parce qu'on va parler des rumeurs après. Quelqu'un qui comprenne mieux la NBA actuelle aussi. Terry Stotts m'a paru un petit peu dépassé par moment, moi, dans la série contre les Nuggets. Genre, enfin... Même si Lillard et McCollum ne sont pas des défenseurs nés, hein, je pense que c'est pas leur faire offense que de dire ça, hein, je crois qu'on peut le dire. Comment tu peux te faire défoncer autant? Comment tu peux ne pas modifier certains choix tactiques? Je sais pas, les Nuggets au tour suivant, ils ont essayé de mettre Aaron Gordon sur Devin Booker, tu vois, pour le gêner. Tu fais des trucs, tu essayes quoi. Non mais là, c'est clair. Franchement, j'ai trouvé ça un peu pauvre en termes d'essais tactiques, d'adaptation stratégique, ouais, tout à fait, ouais. Non, c'est clair que Terry Stotts là-dessus, on peut lui en vouloir. Après, il arrive aussi un phénomène parfois que des joueurs soulignent bien, et ça va nous mener après à parler de ce choix de coach qui va venir à Portland, qui va être déterminant, hein, parce que c'est lié à un garçon qui est particulièrement fan de montres flic-flac, comme on dit. C'est le fait qu'il y a des coachs qui sont très bons, mais qui perdent leur vestiaire. Et j'ai l'impression que Terry Stotts, quand ça fait autant d'années possible ça, ouais, que tu gardes le même groupe, que tu dis allez les gars, on y va, on va y arriver, mais que en fait tes joueurs commencent à dire vas-y, c'est bon, on l'a déjà fait la finale de conférence il y a 2 ans, on s'est aussi fait défoncer par les Pélicans de Jrue Holiday et Anthony Davis, on s'est déjà fait défoncer aussi dans certaines situations avec les Lakers, t'allais dire oui? Non, j'allais compléter ce que tu étais en train de dire, c'est-à-dire que de toute façon ce que tu es en train de dire c'est forcément vrai, parce que si Lillard dit à Neil Olshey, ah non, vas-y, moi j'aime bien Terry Stotts, on le garde, genre il le vire pas en fait. Et il le vire pas. Donc quand Neil Olshey vire Terry Stotts, c'est que soit Lillard il a fait genre j'ai pas entendu, vas-y fais ce que tu veux, soit que Lillard carrément il lui a donné son blessing. Hein. Comment ça c'est sûr et certain. Non mais tu vois. Bien sûr, mais comment ça il y a Sean Sivilov, c'est Jason Kidd qui serait disponible. Ah merde. Jason Kidd il a dit que. Oui alors ça on va y venir. Ça on va y venir. Jason Kidd. Mais donc. Dis quoi? Où ça l'Oregon? Ouais. Ça va pas? Vous êtes tarés ou quoi? L'Oregon c'est sur la pizza non non mais c'est vrai que cette série de playoffs elle se termine de manière vraiment catastrophique pour Portland, que les fans sont complètement désabusés parce que on peut dire ce qu'on veut, mais Denver n'avait pas Jamal Murray, n'avait pas PJ Dozier, ni Will Barton, quand même, que c'est incroyable de perdre à domicile sur le Game 6. Derrière, tu pars donc sur un mutually parted ways, donc Terry Stotts qui dit au revoir après 9 ans de loyaux services. Et donc, on se retrouve maintenant, puisqu'on devait installer un petit peu le contexte, devant cette situation à plusieurs entrées, la conférence de presse de Neil Olshey dont tu as parlé, on pourra en revenir en détail, un choix d'un nouveau coach, une superstar qui se pose des questions. Par où on commence, Alex?
On peut commencer par la conférence de presse de Neil Olshey. Allez. Suite donc à la rupture mutuelle entre les Blazers et leur coach, où Neil Olshey, il est arrivé au calme en conférence de presse et en gros il a dit « Bah oui, j'ai viré le coach, vous avez vu comment il était nul ? Vous avez vu cette grosse bouse un peu avec l'effectif de malade que je lui mets ? L'autre, il est pas foutu de passer un tour de playoff ?» Bah bien sûr. Et pour paraphraser Alex... Moi je suis traducteur. Voilà. Moi je m'occupe des sources, par contre, parce qu'Alex fait la trad. Pour ceux qui n'ont pas vu la phrase de Neil Olshey, c'est littéralement la sortie de ce premier tour n'est pas due à la construction de cet effectif. Voilà. C'est pas de ma faute, c'est de la faute du coach. Voilà. Oh. VOSTFR, ne me regardez pas. Voilà, moi j'ai fait mon travail, d'accord ? Parce que la construction d'effectifs, c'est lui, c'est Neil Olshey qui s'en occupe. Tout à fait. Par contre, après, tu donnes au cuistot les pièces. Ouais. S'il en fait du caca au bousin, désolé. Moi, j'ai acheté du bœuf de Kobe avec une pure sauce et des super légumes. C'est pas bon, j'y peux rien. Tu m'en fais une salade César. Je comprends rien, Terry. Alors, non. Le problème, c'est qu'il avait pris du steak haché chez Franprix. Alors ça on va on va y revenir. Non, il faut qu'on revienne sous ses propos. Neil Olshey dit en premier, en effet, et ça c'est le premier axe qui est important, c'est ce n'est pas ma faute. J'ai construit cet effectif et selon moi, il devait être capable de mieux jouer. Et même pour continuer la phrase, et je te laisserai faire la traduction. Ça c'est vrai, ça juste ça, faut pas exagérer là-dessus. Je suis d'accord avec Neil Olshey. Et pour aller dans le sens de ce que je disais là sur le coach qui perd notamment son vestiaire, c'est que selon Neil Olshey, ce qu'il dit, c'est que son équipe est classée 29e défensivement. Et que normalement, ça demande de l'effort. Et donc, avec cet effectif, ces Blazers-là ne devraient pas être 29e. Certes, il y a des membres dans l'effectif. Ça se tient, ça. Mais ça se tient. Il y a certes des membres dans l'effectif. Melo, Kanter, Lillard, McCollum. Mais on peut continuer. Des mecs qui juste ne contribuent pas autant qu'on aimerait en défense. Mais par contre, oui, comme il l'a cité, et je sais que ça peut faire mal aux fans des Blazers, mais il en a parlé, Neil Olshey. Lorsque tu vois ce qui se passe avec Thibodeau à New York, il n'a pas non plus des foudres défensives. Quand tu vois à Atlanta ce qui se passe avec Nate McMillan, il n'a pas non plus des foudres défensives. Il y a un moment où la voix, elle perd en importance. Et je sais pas ce que t'en penses toi, Alex, mais il y a un espèce de juste milieu à trouver entre le « oui, on est d'accord avec toi, Neil Olshey », mais attention mec, t'as pas recruté Fort Boyard autour de Damian Lillard quand même. Hein. Voilà, c'est-à-dire que en fait, Neil Olshey, bon, il vire le coach, après il essaie de justifier devant les journalistes en conférence de presse, c'est pas un exercice évident, donc voilà, on va pas faire que de lui jeter la pierre, on va lui en jeter quelques-unes. Des petits cailloux. Des petits cailloux quand même. Mais effectivement, le raisonnement se tient, c'est-à-dire qu'avec cette équipe-là, même si elle n'est pas très défensive, de base, avec peu de joueurs finalement qui peuvent vraiment défendre, défendre aussi mal, c'est qu'il y a un problème dans le message du coach, c'est sûr. Ou qu'il y a un problème de motivation, de détermination, d'envie. Mais comment c'est possible au premier tour de playoff ? C'est pas possible en fait que... Voilà. Donc après, il y a aussi des choses pour lesquelles les coachs ne peuvent pas grand-chose, du genre, je pense pas que ça soit... Enfin, genre, si McCollum, il n'est pas capable de faire un bon match sur Doc Rivers, n'importe quoi, sur Austin Rivers, ça c'est peut-être pas que de la faute de Terry Stotts. Non, bien sûr. Qu'il y a un moment où il faudra se réveiller sur McCollum et voir qu'en fait, il a beau être technique, beau avoir joué et tout, son adversaire direct, c'est toujours le festin. C'est le festin. Complet. Je suis totalement d'accord là-dessus parce que McCollum, il est d'une frustration énorme là-dessus. Après, on a souvent tendance à faire la chasse aux sorcières et à chercher une version et une excuse toute noire ou toute blanche. Et c'est vrai que là, c'est middle parce qu'on a McCollum, Terry Stotts. On a aussi, sous certains aspects, parce qu'on ne peut pas cacher l'un et ne pas parler de l'autre, on a aussi Damian Lillard. C'est-à-dire qu'à un moment où on a parlé du leadership de Damian Lillard, qui n'est pas à remettre totalement en question, mais où on se dit aussi, putain, merde, ok, Damian Lillard, il a sa voix dans le vestiaire, mais comment ça se passe autour lorsqu'il faut savoir quelles sont les priorités ? Est-ce qu'il y a un moment aussi où si Terry Stotts, il n'est pas capable de dire, les gars, il faut qu'on se bouge le cul et qu'on arrête de se prendre des 3 points de l'antéchrist par Campazzo et Austin Rivers, est-ce que quelqu'un peut lui monter dessus ? Il y a un moment où il faut se dire aussi qu'il dirige le bateau. Et il y a un moment aussi, Lillard, on est tous là en train de s'extasier devant le Hero Ball, mais quand ça passe pas, bon, Lillard, il peut te faire gagner des matchs. Bien sûr. Mais, et je sais que cette question va énerver beaucoup de gens, mais je m'en fous, je la pose quand même. Vas-y. Est-ce qu'il rend vraiment les autres meilleurs ? Oui. Les autres ? Oui. Bah, suffisamment ? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que Damian Lillard, oui, mais que...
Oui, parce qu'il est capable de faire des performances incroyables qui boostent forcément, mais tu vois, dans la difficulté, là, quand tactiquement c'est plus malin en face, Lillard, en fait, sa réponse, c'est de mettre des gros shoots et d'être énorme. Ce qui est magnifique, ce qui est incroyable d'un point de vue individuel, tu vois. Mais peut-être que les Blazers s'en seraient mieux sortis avec un Lillard qui met 15 points de moins, mais qui monte au combat défensivement. Peut-être. Certainement. En fait, c'est ça que je veux dire, en fait. Tout à fait. Et c'est pour ça que... je dirais que par rapport à ta question, au-delà de savoir notamment si c'est un mec qui rend les autres meilleurs, c'est est-ce que... Oui, c'est peut-être un peu vache, ça. En fait, non, mais je comprends le point de la question. En fait, c'est plutôt, est-ce que Damian Lillard, qui nous a montré à quel point il était clutch, nous a un peu habitués à cette espèce d'image de killer qui sait comment terminer les games, etc. Mais comme on en avait parlé dans d'autres séries de playoffs et dans d'autres joueurs, la différence entre remporter des matchs de saison régulière et des matchs de play-off. Et s'ajuster vraiment dans les matchs de play-off. Il l'a montré précédemment, ils sont allés en finale de conférence, etc. Mais c'est pas comme si non plus Damian Lillard avait marché sur les play-offs 2019. Il y a eu aussi un très gros McCollum sur la série contre Denver en demi-finale. Monstrueux. Il avait été monstrueux, il y avait eu d'autres garçons qui avaient aidé. Je pense que oui, il rend les autres meilleurs, mais qu'il y a un moment où, à la fois, il y a les play-offs où il faut tout le temps s'ajuster. Et donc tu le vois, toi avec Chris Paul, les Lakers sont vus avec LeBron, les Nets l'apprécient évidemment avec KD et d'autres garçons. Tu dois t'ajuster en permanence dans la série, ne pas juste dupliquer ton jeu, et en même temps, voir qui tu as autour de toi, c'est-à-dire qui sont les garçons autour qui sont du niveau qui te permettent de rendre les autres aussi meilleurs. C'est-à-dire que Damian Lillard, on l'a dit, on répète et on répète et on répète, son sidekick c'est CJ McCollum. Est-ce qu'on parle de CJ McCollum comme on devrait parler de CJ McCollum ? Bon, ok, je vais juste finir sur Lillard quand même, parce que j'insiste quand même là-dessus. Joueur incroyable, mais désolé. Est-ce que si Lillard se bouge pas un peu plus le fion en défense, est-ce que ça aide pas tout le monde aussi à plus se bouger ? Je parlais de leadership à l'instant, c'est exactement ce que je disais. C'est quand même ça, c'est dans ce sens-là en fait où je veux dire, on va venir à McCollum, et bien sûr qu'on va critiquer McCollum parce que comment veux-tu faire autrement ? C'est impossible sur ce premier tour foiré là contre les Nuggets. Et Lillard a eu au moins le mérite de envoyer du très très lourd en attaque. À 34 points de moyenne. Extrêmement lourd en attaque, et il a été lourd en attaque toute la saison, et on sait là-dessus que quand il s'agit de prendre une attaque en gros et de faire genre en gros je vais avoir un usage rate de grand malade, mais l'attaque elle va tourner autour de moi. On voit pas mal d'équipes construites comme ça aujourd'hui en NBA, et en attaque on voit que ça peut donner des attaques quand même qui fonctionnent à partir du moment où tu as quand même des mecs qui rentrent des tirs autour, tu vois, ce qui peut être le cas de Lillard. Mais là en playoff on voit aussi, et c'est pas la première fois qu'on le voit, on le sait en playoff, le hustle, l'énergie, ce que tu donnes loin du ballon, ce que tu donnes sur tes adversaires directs, tes close-out. Ce sont des choses où tu montres l'exemple en fait à tout le monde. Donc toi Bastien, tu as pris le terme leadership, c'est leadership un peu dans l'effort quoi. Dans le leadership de l'effort, Lillard il se donne à fond, mais peut-être que de temps en temps, quitte à ce qu'il y ait une ou deux possessions offensives foirées derrière, peut-être qu'il devrait lui aussi se remettre un peu en question et pas forcément considérer que parce qu'il a mis 50 points, il avait fait tout ce qu'il pouvait faire. C'est ça que je veux dire. Je comprends. Et en soi, il y a 2 ans... Ça peut paraître dur de dire ça. Non, c'est pas dur, mais je pense que c'est les termes qui peuvent un peu en brusquer. C'est que je pense que le leadership global de Lillard n'est pas à remettre en question, mais c'est dans l'échelle des choses à devoir gérer dans le leadership, quels sont les aspects sur lesquels il faut marteler. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, Lillard nous montre lors de son premier tour face à Westbrook qu'il va le jouer défensivement, qu'il va relever le challenge, et que donc c'est le premier à applaudir lorsqu'il force des shoots à mi-distance de Russell Westbrook, où il prend le rebond et il va pull-up derrière ou mettre ses coéquipiers en avant. Moi, perso, tu gagnes la série 4-1. Hein. Et tu gagnes la série 4-1. Moi perso, je pense que Damian... Bien sûr, moi je pense que Damian Lillard rend ses coéquipiers meilleurs, et qu'il y a un moment aussi où, si tu veux, je pense qu'il faut penser gentiment à tourner une page à Portland. Et c'est pas tourner une page sans Damian Lillard, mais c'est tourner une page globale. Ça commence par le coach, Terry Stotts, savoir quel coach tu vas mettre devant lui. On a déjà vu des stars qui se sont retrouvés dans des situations où en fait, maintenant ça va se passer comme ça. La priorité maintenant c'est comme ça qu'il faut jouer. Parce que ça s'appelle le winning basketball, et c'est comme ça que ça fonctionne. Je suis désolé, il y a des joueurs, c'est pas la première fois qu'on verrait ça dans l'histoire de la NBA. Non. Et je pense que Lillard, c'est un discours qu'il entendrait très bien si un coach venait lui dire, gros, moi en fait, j'ai besoin que
bien sûr que l'attaque va tourner autour de toi. Par contre, j'ai juste besoin que tu forces un peu plus dans les écrans, que tu me montres l'exemple sur les possessions clés exactement. et que tu sois au taquet. Et Lillard, il comprendra très bien ça, parce que Lillard, sûr. c'est un mec, il a déjà montré sa fidélité déjà aux Blazers, et en plus, c'est un mec qui veut gagner. Bien Donc sûr. moi, ce que j'ai voulu dire par... est-ce qu'il rend vraiment les autres meilleurs ? Je pense vraiment qu'il rend les autres meilleurs. Mais je me dis qu'il pourrait peut-être rendre encore plus le groupe meilleur avec ce petit truc en plus là qu'il nous a pas montré cette année. Non, bien sûr. Lillard j'arrête sur Lillard. Non, mais de toute façon, il faut qu'on attends, parce qu'il faut quand même qu'on ferme un petit peu la parenthèse Lillard avec un aspect important qui est que il y en a plein qui se demandent si Damian pourrait être amené à demander un transfert. On le sait que lui, sa loyauté, elle est claire vis-à-vis de Portland. Il a eu un discours vraiment unilatéral depuis des années sur le fait que lui, il rêvait que d'une chose, c'est de remporter le titre avec les Blazers. J'ai le sentiment, et je pense qu'il est partagé par toi, mais tu me diras, et je veux bien l'avis des gens, que ce n'est pas encore l'heure pour Lillard d'en venir à sonner la tirette d'alarme. La sonnette d'alarme, pardon. Non, Neil Olshey lui enlève le coach. Je pense qu'il y a forcément eu ou va avoir discussion entre le GM et la star. Et que, par contre, pas impossible que un garçon avec un double prénom fasse les frais de cette affaire. Tout ça, à fait. on est d'accord. Bien Mais franchement, Damian Lillard, pour moi, vu la gueule de son contrat qu'il a signé à l'époque et tout, je vois pas les Blazers le trader et je le vois pas demander son trade. Moi non plus. Je n'arrive pas à y croire. En l'état, moi pareil. Après, évidemment, il y en a plein qui, comme Shams je voyais Charania pas l'a Westbrook dit, partir du Thunder. Et c'est ça le truc, c'est que Shams Charania notamment l'a rapporté avec Jason Quick qui fait un excellent travail sur The Athletic pour les Blazers et qui rapportait récemment que de plus en plus d'exécutifs au sein de la NBA surveillent la situation des Blazers, car ils surveillent ça de la même manière que Houston il y a 1 an et demi, où ils se demandaient attention, ça peut sentir un petit peu le roussi si on se retrouve devant une nouvelle saison où Damian Lillard se dit merde, je n'ai pas été mieux entouré. Ok, on a un nouveau coach, mais on n'a vraiment pas fait de progrès et je sens qu'on est encore dans la boue. Bon, bah à quoi ça sert de baiser, excusez-moi, à mon prime dans une équipe où je vais aller nulle part? Parce que Damian Lillard, là, on s'éclate. Il va avoir, là je pense qu'il a 31 ans dans quelques jours, où il les a eu là je crois, si je dis pas de bêtises, où il va les avoir là. Je vais te dire ça. L'été prochain il a 32 piges, il est pas éternel, hein. Il est en plein dans son prime, Damian Lillard. Ouais, il va avoir 31 ans en juillet. C'est ça, en juillet. Il va avoir 32 ans l'année prochaine. C'est pas comme si il a un jeu qui peut tout à fait s'adapter avec l'âge. Damian Lillard, tu sens qu'il peut encore chuter comme ça. Mais tu peux pas être autant, tu peux pas être aussi bon que là sur ta période 28-32 ans. Et donc c'est ça toute la question, c'est de savoir si Lillard pourrait demander un transfert. Je pense que comme tu viens de le dire, on s'attend à rien là de manière imminente. Par contre, tu refais une saison comme ça, attention à la Harden. Hein. Attention, je suis d'accord. Attention à la fatigue aussi. Fatigue mentale, je veux dire à l'usure. Tout à fait, je suis d'accord, faut faire attention. Mais là, pour cet été, j'y crois pas. Moi non plus. Pour cet été, je vois évidemment un nouveau coach arriver. On pourra discuter de qui on ça peut en parler pourrait être. maintenant. Hein. On peut parler de coach et puis après on parler d'effectifs. Il y a pas mal de rumeurs. Jason Kidd, comme on disait en rigolant tout à l'heure, l'autre il a fait non. Enfin oui, je pourrais chercher un poste, mais alors ça sera pas en Oregon, je vous le dis. Voilà, non, tout à fait. En gros, Jason Kidd. Dans les faits, pour ceux qui les ont pas forcément dans l'ordre chronologique, il y a le camp Damian Lillard notamment qui a estimé avec Damian Lillard que deux noms pouvaient sortir du lot, c'était Chauncey Billups dont on va reparler et Jason Kidd. Apparemment, et comme Neil Olshey le disait pendant sa conférence de presse, malheureusement ces noms ont fuité. Qui les a fait fuiter, on ne sait pas. Mais par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que dès que Jason Kidd il a eu un micro qui a été penché vers lui, il a dit non moi les gars, le poste à Portland, ça va. Not interested. Je suis pas très très intéressé, tout va bien. Va savoir pourquoi est-ce qu'il a dit non. Peut-être qu'il vise un autre poste. Peut-être qu'il vise un autre poste, ou peut-être un poste non. Où ça? Bon, bref, non, je dis rien. Je dis rien parce qu'après, on va dire c'est bon, Alex raconte que des conneries et tout. Bah non, mais vas-y, balance. Il y a d'autres postes qui vont bouger. Bien sûr. Jason Kidd, il est dans quasiment à chaque fois ces dernières années, quasiment à chaque fois qu'il y a eu un poste vacant de coach, il y avait Jason Kidd dans la rumeur. Grave, même au poste de police. Même au poste de police, il a été. Le poste de police, c'est pas une rumeur. Non, ouais. C'est plus qu'une rumeur, c'est un fait. Dès qu'il y a un poste de police qui s'ouvre, on parle de Jason Kidd. C'est un fait. Non, d'ailleurs, ça a été mentionné comme un des éléments qui pouvait aussi refroidir un peu Neil Olshey, c'est les histoires de Jason Kidd. Mais bon, enfin bref. Ce qui est, pour continuer juste sur les rumeurs, puisque tu étais en train de le mentionner, Jason Kidd, apparemment, certains disent que s'il a rapidement dit non, c'est parce qu'il va y avoir un process d'évaluation de plusieurs entretiens avec des entraîneurs dirigés par Neil Olshey, mais que beaucoup s'accordent à dire que Chauncey Billups est un grand favori pour récupérer. Ouais.
Oui. Sinon, il y a Becky Hammon qui a été citée. L'assistante, l'adjointe même de Greg Popovich aux Spurs, qui a déjà été, elle aussi, qui a été murmurée à plusieurs, son nom a été murmuré à plusieurs reprises et on attend juste le moment où elle deviendra la première femme head coach d'un effectif en NBA. Mais c'est quelque chose qui devrait arriver. Ouais. Sinon, il y a eu qui d'autre de cité? Il y a eu un assistant aussi là. Comment il s'appelle l'assistant là? Il y a tous les garçons qui sont autour de ce qu'on appelle le Budenholzer Tree, c'est-à-dire Darvin Ham, Charles Lee, tous les garçons qui sont assistants de Mike Budenholzer. Après les années Tyler Jenkins et Quinn Snyder, on a aussi Mike D'Antoni. Il y a Mike D'Antoni, ça j'allais le mettre très en avant parce que ça pour la défense. Alors. Justement, Mike D'Antoni, évidemment, ça va à l'encontre du discours de Neil Olshey qui a dit on a besoin d'avoir un coach qui rende les joueurs accountable, c'est-à-dire vraiment genre les gars, ça se travaille des deux côtés du terrain. Donc malheureusement, Mike D'Antoni, on parle plus de Jeff Zelic dans l'histoire des Rockets que de Mike D'Antoni pour tout ce qui est de la défense. Je pense qu'on va se mentir là-dessus. Par contre, c'est comme on le dit aussi, le mec qui a rendu des meneurs à un niveau. Enfin, je veux dire, tu fous Damian Lillard dans les mains de Mike D'Antoni, je sais même pas ce qu'on a, Alex. Enfin, tu vois, c'est. Il y a moyen qu'on ait des lignes de stats très très sales, mais qu'est-ce qu'on aura en playoff? C'est ça. Et donc, on a des rumeurs sur aussi Wes Unseld Jr. On a les assistants évidemment qui sont autour de Tyronn Lue, de Doc Rivers, tous les Dave Yorger, etc. Mais toi, tu as vu d'autres noms? Moi, j'ai surtout vu du D'Antoni, J'ai vu le nom, je cherche son nom là, du coach de South Carolina là, je me rappelle plus de son nom. Un coach universitaire. Bouge pas. Dawn Staley. Ok. Voilà, c'est le coach de South Carolina. Head coach. Allez-y. Je pense que ça ravira Damian Lillard d'avoir. Le nom a été murmuré. Le nom a été murmuré également dans The Athletic. Tout à fait. Plein de coachs qui sont en ce moment en train de tourner autour du spot Portland parce qu'on en avait parlé ensemble. Et notamment aussi avec Simon lorsqu'il était sur le canapé ici et qu'on venait de voir les Blazers sortir. À partir du moment où tu as Damian Lillard et cette structure quand même Portland qui va régulièrement en playoff depuis des années, tu sais que si tu es coach, tu viens pas pour jouer le premier tour des playoffs. Donc il faut quand même un coach qui débarque tout de suite avec des attentes de malade. Je veux dire, il faut que ça parle tout de suite bagouze. Ouais, enfin bon, il va avoir l'effectif pour. Moi je suis désolé. L'effectif, on va en parler, même tel qu'il est là, il a beaucoup de talent, il y a de la profondeur, la plupart des postes sont doublés, t'as des intérieurs, des extérieurs, t'as un énorme meneur, enfin... Même avec McCollum, t'as un duo d'arrière, t'as des porteurs de balles, enfin... Oh! Je suis désolé. C'est le haut que j'attendais. Je sais pas, donne cet effectif-là à... C'est pas possible, il est en poste, mais à Eric Spoelstra, ou... tu vois ce que je veux dire? Ou à des gars... Ou à Nick Nurse des Raptors. Bien sûr. Je sais pas, ou à. Je sais pas, regarde ce qu'a fait. Tu parlais de Tom Thibodeau et de New York tout à l'heure. Tom Thibodeau, il a fait 4ème de l'Est. Et bon, après, ça s'est mal passé en playoff. On a vu les limites offensives, d'ailleurs, des Knicks. Bien sûr. Bon, mais lui, l'effectif des Blazers, je veux bien voir ce que ça donne. Je te dis pas que Tom Thibodeau, c'est un génie par rapport à Terry Stotts. Je dis juste que l'effectif. C'est le point, je te dis tout à l'heure quand on se moquait de Neil Olshey, c'est le point sur lequel je veux bien rallier l'avis de Neil Olshey, c'est que effectivement il y avait sûrement moyen de mieux faire avec cet effectif-là. Ce qui ne veut pas dire que tu dois pas toucher à l'effectif. Bien sûr. Il a dit, et on va y venir après sur l'effectif, mais pour terminer cet axe sur les coachs, il est clair aussi qu'on a parlé par le passé de situations où des franchises stagnent à un espèce de plateau et essayent d'avoir l'entraîneur qui va leur faire passer le cap. Oui. C'est-à-dire que les Clippers, notamment, on a parlé, on s'est dit genre avec Doc Rivers, c'est bon, ça a atteint un certain palier, on va voir ce que ça donne sur la durée. On va prendre Tyronn Lue. On va prendre Tyronn Lue et on va voir. Année 1, on va voir. Et je sais, ça fait rigoler, mais on va voir. Les Sixers se sont dit avec Brett Brown, très bien, on a passé le process, on a monté, on a atteint un palier, on va prendre Doc Rivers et on va essayer de voir. Je sais que ça te fait marrer, mais on va continuer. Non, mais il n'empêche que chez les Nets aussi, on s'est marré. C'est vrai ce que tu dis. Et on s'est dit, lorsqu'on s'est vu, Alex, lorsqu'on a vu la breaking news de Steve Nash qui débarque chez les Nets, on s'est dit, wow, what the fuck, inexpérience, n'a pas été coach, etc. Mais il y avait un sentiment mutually parted ways entre Kenny Atkinson et les Nets, qu'on était arrivé à une sorte de plateau en termes de voilà ce qu'on est capable de faire. On veut quelqu'un qui tout de suite nous emmène ce groupe-là jusqu'au titre avec des stars qui sont vraiment sûres et certaines de se ramener avec le sourire tous les jours dans le vestiaire, ce qui n'est peut-être plus la situation à Portland aussi. Je pense que tu demandes à KD et Kyrie aujourd'hui, ils vont dans le vestiaire, ils sont
ultra contents d'avoir Steve Nash à leur côté. Non, mais il est fort probable que Terry Stotts il ait souffert de ça en premier. Hein, ça, je suis d'accord. Et donc, ce qui nous mène au nom de Chauncey Billups, qui est un des noms les plus hot en ce moment du circuit. On rappelle qu'il a failli devenir GM à la base du côté des Cavs. Finalement, ça s'en est plutôt bien sorti puisqu'il va pas être GM des Cavs, hein, comme on dit. Non, c'est juste pour en caser pour les fans. Ah ouais. Coup de chance, ça c'est carte chance. Rendez-vous sur la case départ, gagnez 400 €. Mais c'est vrai que Chauncey Billups a en tout cas cette image d'un des plus grands leaders vocaux de sa génération et que dans la veine de ce qu'on vient de voir avec Steve Nash, notamment chez les Nets, il n'y a peut-être pas l'XP d'un grand coach, il n'y a peut-être pas un bilan incroyable puisque tu es à 0-0, mais en fait, peut-être que quand tu as ce cerveau et cette voix que tu as dans le vestiaire, quelques bons assistants et ça fait l'affaire. Mais moi je suis assez chaud pour que Portland tente ce genre de coup sur le marché des coachs plutôt que de nous refaire de la vieille cuisine avec des Mike D'Antoni ou je sais pas quoi. Pas les vieilles je suis assez chaud pour qu'ils nous ramènent un coach nouveau avec des idées fraîches. Peut-être, ah oui, alors oui, pas trop d'expérience du banc, hein, parce que mais je veux dire, il acquérera éventuellement Chauncey Billups, il acquérera tout ça sur le tas avec Portland s'il arrive avec des idées fraîches, qu'il arrive à faire adhérer le vestiaire entier de la star au 12e homme à un plan de jeu précis qui, connaissant Chauncey Billups et vu les gars avec qui il a gagné une bague, je pense que le mot défense sera prononcé. Ça va. Voilà. Je veux pas trop m'avancer, mais je pense que c'est le genre de coach qui te parle de défense. Je pense que c'est le genre de coach qui a la légitimité pour aller voir Damian Lillard et lui faire gros. Ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est le genre de coach qui a la légitimité pour aller voir en fait n'importe quel joueur en fait dans le circuit NBA pour lui expliquer un peu comment on va au bout, comment on gagne en fait. Et c'est un cachet en plus, Billups. C'est un cachet et puis voilà. Donc moi vraiment, c'est pas forcément Billups ou un autre ou une autre. On verra. J'ai pas de jugement vraiment a priori. On va dire. Par contre, j'aimerais bien que ce soit effectivement quelqu'un qui soit nouveau dans le circuit. Ça, j'aimerais bien, parce que je crois que c'est ce dont les Blazers ont besoin. Je suis assez d'accord. Les tendances des dernières années, d'ailleurs, nous le confirment. Il n'y a plus de template. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez avoir Tyronn Lue qui arrive en cours de saison. Vous pouvez avoir Steve Nash qui débarque. Vous pouvez avoir Nick Nurse qui débarque out of nowhere. Steve Kerr. Alors, il débarque pas d'out of nowhere. Tous ces gens, ils ont un passif. Mais il débarque à 0-0. C'est leur premier poste sur un banc. Voilà, il débarque à 0-0 sur le bilan de coach en NBA. Donc, le template aussi a évolué. On n'est plus trop forcément dans le « Ah tiens, Doc Rivers a déjà gagné un titre, donc il sait que. Ah tiens, Tyronn Lue a déjà un titre, donc il sait que. » Je suis assez d'accord. Au moment où on parle, au moment où cet apéro est tourné, Neil Olshey va être très très patient sur son process d'entretien avec les différents coachs. C'est ce qu'il a dit, ouais. Mais Chauncey Billups, selon pas mal de sources notamment, tient la corde et devrait être leader là-dessus. Il y a notamment Rip Hamilton qui s'est exprimé récemment et qui a dit franchement, Portland, s'ils le prennent, évidemment il va backer son ancien meneur. Hein, mais tu m'étonnes. Rip Hamilton, enfin bon, bref, oui. Mais ce serait un très bon poste pour lui. Et puis Chauncey Billups démarrerait avec Damian Lillard. Ça peut être le genre de mec qui fait passer un cap à cet effectif. On va parler maintenant effectif, parce que je sais qu'il y en a plein qui peuvent parler de coach, et dites-nous qui vous voulez en coach, mais on va quand même se pencher sur cet effectif, Alex, parce que j'avais prévu un seul visuel dans ce montage, je vais devoir le montrer, évidemment, c'est tout de suite celui des salaires des Blazers. Attention, 3, 2, 1. Alex, je te laisse ouvrir les salaires des Blazers. Comment dire ? Ça pique. Oh la vache. J'explique juste pour ceux qui ont un petit peu du mal. Vous voyez la ligne Norman Powell en verte, c'est normal, c'est une player option. Cet été, il va décider Norman Powell. Normalement, il ne devrait pas la prendre puisqu'elle est à 11 millions de dollars et il devrait être agent libre. On a des joueurs qui sont eux aussi libres. Hein. Zach Collins, Enes Kanter, Carmelo Anthony. On devrait avoir quelques discussions autour de Yusuf Nurkic dont une année n'est pas fully garantie. Comme l'a dit Neil Olshey, tu as 4 titulaires. Lillard, McCollum, Covington et Nurkic qui sont sûrs quasi d'être là la saison prochaine, en tout cas en termes contractuels, mais après beaucoup de role-players qui sont libres. Il est là tout le problème en fait, il va falloir quand même jongler. En fait, il y a plusieurs problèmes, je sais pas par où tu voulais qu'on commence. Ah bah vas-y, je t'en prie. T'as quand même des role-players qui ont des vrais rôles et sur lesquels il va falloir prendre des décisions. Je pense à Zach Collins, je pense à Enes Kanter, je pense à Carmelo Anthony. Pour compléter parfaitement le tableau que tu as mis, Zach Collins, il n'est pas tout à fait libre, oui, il est restricted. Hein. C'est la fin de son contrat. C'est la fin de son contrat rookie, tout à fait. Non, mais tu vois, c'est au cas où, comme tu as pris Basketball référence et qu'il y a
Non, c'est Spotrac qui va foutre toutes les ça options. Va. Mais Zach Collins, c'est en fin de contrat rookie, comme ça. Mais enfin, quand même, il peut recevoir des offres et tout. Ensuite, tu as le cas Canter et le cas Melo. Qu'est-ce qu'il a envie de faire de ces deux cas-là? À voir hein, comment tu gères ça. Il y a eu des rumeurs autour du cas Nurkic. Je pense qu'on peut tout de suite les évacuer. Nurkic sera, à mon avis, encore là la saison prochaine chez les Blazers. Il est un contrat à 12 millions que l'équipe a jusqu'au 1er août, si j'en crois les petites lectures que je suis allé faire. Le confirmer, le garantir. Pour garantir entièrement 12 millions Nurkic. Si tu le garantis pas, faut que tu m'expliques. Alors, je suis d'accord. Non. Quand on regarde le contrat purement, je suis d'accord, c'est trop bien. La production de Nurkic pour ce deal-là, parfait. Et tu pourras même en faire une pièce d'échange si tu veux à la trade de 2022, il n'y a pas de problème. Juste, j'ai vraiment le sentiment que là sur la off-season, malgré les propos de Neil Olshey, t'as Damian Lillard et entourez-moi ce mec. Genre, je vois personne qui est intouchable du côté de Portland. Mais c'est pas pour autant que tu laisses filer Nurkic. Je pense que tu lui garantis son contrat quoi qu'il arrive. Tu sais quoi? Quitte à le trader en août ou en septembre. Quitte à le trader en septembre ou comme je dis, la trade deadline, bien sûr. Mais pour moi, tu garantis donc quelque part, oui, dans le sens... Il va être sous contrat. Après, on verra ce qu'ils en feront. Mais oui, tu as sûrement raison. Ça se trouve, c'est Damian Lillard et voyons ce qu'on peut mettre autour. Parce que... vas-y. Après, j'ai quand même l'impression qu'ils sont quand même contents de ce qu'a proposé Norman Powell et qu'ils ont des velléités à le faire prolonger. À combien il faudra voir aussi quel accord tu peux avoir. Je pense que le profil de Robert Covington colle bien aussi à ce que Neil Olshey a en tête. Non, ils sont contents. Et puis ils ont lâché du pic de draft pour, donc non, ils vont et puis, garder. Du coup, la vraie question, elle est autour de McCollum. C'est pas la peine de, tu vois, on peut tourner autour du pot pendant 1000 ans. Non, mais la vraie question, elle est autour de McCollum. Évidemment, c'est pour ça que je montrais, puisqu'on s'est occupé de plein de garçons, que je montrais évidemment ces salaires-là. Pourquoi ? Parce qu'on a tous les copains qu'on a eu vers le bas, les deux lignes du haut. Bonjour, comme vous pouvez le voir, en effet, Damian Lillard, 35 ans, il sera payé 54 millions la saison. C'est un autre sujet. Par contre, CJ McCollum et Damian Lillard, la saison prochaine, c'est 73 millions de dollars pour un backcourt qui essaye, dans la situation actuelle, de faire une demi-finale de conférence. C'est quand même violent. Et donc autant Damian Lillard, on le sait, c'est un joueur All-NBA, une superstar qui drive ton marché, peut-être le joueur le plus célébré de l'histoire des Blazers, nous disrespecte envers Bill Walton et Clyde Drexler, vraiment, ou Brandon Roy. Pour le coup de Lillard, on peut discuter dans 2-3 ans de son salaire, mais moi perso je pense que c'est pas l'heure. Par contre McCollum, oui, tu as le sentiment que c'est l'heure de devoir discuter, parce que tu as un joueur qui est bon, nous a montré qu'il pouvait être candidat All-Star là en début de saison, mais on vient de parler, même si ce sont deux cas très différents de Porzingis, qui aujourd'hui, Alex, voudra non seulement accepter CJ McCollum, mais rendre à Portland un joueur meilleur ou moins cher, ou qui fit mieux avec la timeline des Blazers. Fit mieux. Meilleur. Compliqué. Enfin, ça va être compliqué. Trop compliqué. CJ McCollum, c'est quand même intrinsèquement un très très bon joueur de basket. Compliqué. Moi, je pense que même avec son gros contrat, il peut intéresser des franchises. Ah, c'est sûr, il va intéresser des franchises, mais il y a des franchises qui vont dire bah tiens, tu vas prendre des bolos, ils vont faire bah non. Cette discussion, enfin, je veux dire, on l'a déjà eu ensemble. 37 fois. Apéros, hein. On l'a eu avec Simon, on l'a eu tous les deux, on l'a eu à 3 et tout machin. Genre, t'es d'accord avec moi, Lillard, avec Norman Powell à côté de lui dans le backcourt, qui est quand même plus un 2 qu'un 3, Norman Powell, hein, je suis désolé. Hein. Ouais, ensuite, tu me fous Covington et un autre gars dans l'aile, c'est cet autre gars qui nous intéresse, et t'as Nurkic en pivot par exemple. Si c'est pas Nurkic, c'est quelqu'un d'autre, mais mettons que ce soit Nurkic. Donc ce qui serait intéressant pour les Blazers, c'est de réussir à monter un trade autour de CJ McCollum, à voir qu'est-ce que tu mets autour, comment tu bricoles et tout. Un trade autour de CJ McCollum dans lequel tu récupères un ailier le plus fort possible. C'est vrai ou pas ? Tout à fait. C'est pour ça qu'il y avait eu des rumeurs autour de Paul George il y a 1 an et demi. Il y a même quelques années. Parfait. Si tu mets Paul George entre Norman Powell et Covington sur les extérieurs avec Lillard à la main et Nurkic en pivot, ça, c'est sûr que là... C'est ce qui avait été discuté il y a quelques années. On a eu d'autres garçons dont le nom est intervenu, mais c'est souvent très léger parce que pour filer McCollum sans y attacher trop non plus de pics, tu te demandes comment faire, quoi. Peut-être qu'il va falloir prendre un joueur un petit peu moins fort que CJ McCollum intrinsèquement parlant, mais qui va faire beaucoup plus de bien
aux Blazers, peut-être qu'il va falloir accepter de faire ça. Tu vois ? Quitte à ce que tu le payes moins cher, ce fameux joueur, et que comme ça, tu puisses donner un petit peu plus à Norman Powell, par exemple, hein, tu vois, au hasard. Je cherche des exemples en même temps que je te parle, en fait. Des exemples d'ailier. Vas-y, c'est quoi ton profil ? Mais c'est pas tout à fait le bon profil. Hein. Mais j'ai un garçon. Ouais. Il va falloir batailler dur. Parce que, putain, ils ont un effectif. Il faudra faire ça à 3 équipes. Hein. Mais à mon avis, surveille bien ce qui se passe avec Ben Simmons à Philly. Parce que c'est pas dans le registre ailier dont tu parlais. Hein. Là, on est plus sur un 4. On peut jouer 4. Hein. Non, mais voilà, mais 4. Un point forward 4. Je veux dire, tu le mets en 4 et tu lui dis fous le bordel défensivement dans toutes les. Ouais. Enfin, je veux dire, il y a des pick and roll. Covington, il joue 3. Ben Simmons, enfin, tu vois, tu bricoles avec ça. Tu vas avoir des pick and roll Damian Lillard, Ben Simmons, et j'ai envie de pleurer en fait. Donc tu vas voir Philly, quoi. Ce que je sais pas, c'est que. Enfin, ce que je sais, pardon, plutôt, c'est qu'il y a des équipes qui, ces derniers mois, lorsqu'il y a eu un barbu qui a été disponible, ont juste pointé suffisamment leur museau pour montrer qu'il y avait des joueurs qui étaient un peu dispo. Et ça a été le cas du côté de Philly. On peut me dire ce qu'on veut sur Daryl Morey, mais Ben Simmons n'a pas été intouchable. Et Daryl Morey, en plus, son travail je sais pas, Philly, pour essayer ils sont premiers de l'Est, en attendant, ils sont toujours en play-off, hein, pendant qu'on parle. Hein. Donc, complètement. Le travail de Daryl Morey, on pourra en parler, mais... Complètement. Voilà. Pour le moment, tu ne touches pas. Il faut juste surveiller ce qui va se passer avec Philly, s'ils ont envie de continuer sur cette piste-là, avec Ben Simmons ou pas. Je sais très bien que McCollum, ce ne sera absolument pas assez contre Ben Simmons pour pouvoir le récupérer. Je n'ai pas vraiment d'autres exemples, parce que si tu vas du côté de Miami, désolé, mais Tyler Herro, ça va pas être assez, hein, les copains. Tu vas pas aller chercher. Non, mais c'est pas le profil que tu veux. En plus. Et complètement, non, mais c'est juste, j'essaie de trouver, tu vois, les garçons qui récemment. Le profil que tu veux, c'est Butler, mais c'est pareil, quoi. Tu vois, ils vont pas te le filer contre McCollum. Malheureusement, il est indisponible. Il faut que tu surveilles Bradley Beal, mais j'ai pas l'impression que Washington a envie de faire un backcourt Russell Westbrook, CJ McCollum. Ah, puis. Enfin. Non, je et pense qu'est-ce pas que tu vas donner à Washington, quoi. Je pense pas que tu puisses séduire Washington. Non. Moi, je pense qu'il va falloir prendre un joueur qui soit intrinsèquement réputé un peu moins fort que McCollum. Genre. Qu'est-ce qu'on a comme tu descends pas jusqu'à OG Anunoby, hein, tu vois, mais ce genre de OG Anunoby plus, quoi, tu vois. Ouais, mais non, enfin, voilà, c'est compliqué, hein, c'est très très compliqué. Je vais essayer de sortir des noms. C'est très compliqué. Brandon Ingram, ça serait tellement parfait. Oui, mais ça serait tellement. Pourquoi? Non, mais je veux dire, je souffle dans le sens. Non. Alex, moi, si David Griffin, il peut t'écouter. Hein. Non, oui, mais vas-y. Je finis juste. Si New Orleans prolonge Brandon Ingram, comme ils l'ont prolongé là après la saison qu'il avait fait, etc., et tu le lâches contre McCollum, écoute, attends, ça dépend. Je suis pas d'accord avec toi. Tu peux. Vas-y. Regarde. Cette année, on s'est oui, attends, regarde mes mains, mais regarde bien. Attends. Là, je suis désolé, mais Brandon Ingram, Zion Williamson, ça mérite encore de montrer un peu une véritable complémentarité. Là, ce duo de forwards, je demande à voir. Je dis pas que c'est pas possible. Je dis que je demande à voir. Je dis que j'ai la sensation qu'un McCollum serait plus naturellement compatible avec Zion que ne l'est Brandon Ingram. C'est la sensation que j'ai moi. Attends, du coup, on ne sait pas ce qui va se passer avec Lonzo Ball. Tu pourrais avoir McCollum en premier porteur de balle fort avec Zion au Pélican, et ça pourrait être un plan des Pélicans, et qui dans ce cas-là pourrait se dire... Eh ben attends, les Blazers, vous pouvez pas nous filer et McCollum, et Truc, et votre jeune là, et tous vos pics de draft jusqu'à l'Antéchrist, et nous on vous donne Brandon Ingram. Eh ben moi je pense que les Blazers sont capables d'accepter ça. J'entends, je trouverais ça juste assez dingue que, notamment dans des Pélicans qui ont fait des grosses transitions, mais qui ont surtout voulu un joyau dans le trade d'Anthony Davis, le lâche au bout d'1 an et demi. Voilà, c'est juste. Mais leur joyau, ils peuvent considérer que c'est Zion. Hein. Non mais tout à fait, mais tu vois ce que je veux dire, Alex, c'est que oui, non mais je vois très bien. Attends, mais je dis pas que je suis pas contre sportivement contre ce que tu viens de dire, mais je serais complètement halluciné que David Griffin accepte ça, en tout le l'état. J'adore le fit pour les Blazers. J'adore le fit pour les Blazers. Et puis démerdez-vous après les Pels. Il y a un garçon qui a pas été mentionné parce que je le voyais notamment, mais c'est vraiment de la discussion. C'est avec le bordel qui se passe à Boston et l'espèce de palier qui semble être atteint du moins du niveau du coaching staff et les mouvements qui ont eu récemment lieu, voir si Jaylen Brown est si intouchable que ça. Ouf. Moi, je pense qu'il est limite plus intouchable que Brandon Ingram.
J'entends bien, je ne fais que balancer des noms. Je pense, hein. Je ne fais que balancer des noms. Ah non, mais t'as raison. Tu veux qu'on ait des problèmes. Toi, tu veux qu'on ait des problèmes. Non, moi, je veux juste du fit. Je veux juste aider mes potos de Portland qui, on va être très très clair en face caméra, c'est la merde. Et t'arrives pas à avoir de plafond plus haut si, t'as pas un coach qui te révolutionne ça. Et surtout, si ton GM, Neil Olshey, dit le prochain coach qui arrive, va falloir qu'il se débrouille avec cet effectif parce que j'ai rien sous la table. Donc c'est compliqué. Tu vas pas aller prendre Jeremy Grant. J'avais entendu parler évidemment de Jalen Brown parce que voilà, démerdez-vous. Tu penses que Jeremy Grant serait pas mal, hein? Bah, ouais, mais bon. Non? Si, tout à fait, mais putain. Tu y perds en qualité offensive, mais par contre, tu y gagnes beaucoup, hein, dans le reste. Attention à Détroit, ouais. Non? En échange. Si, mais bon. C'est très limité. C'est très limité pour Portland. Disons et en qu'ils plus, ont avec pas... un GM, on a à peine pointé du doigt le fait que Neil Olshey, lui aussi, a quand même pas mal de liberté dans ses choix et ses actions, mais qu'il va falloir aussi un moment où il rende des comptes. Bien sûr. Lui, Terry Stott, il vient de rendre les comptes, hein, ok. Neil Olshey va devoir en rendre, et Lillard aussi. Il n'y coupera pas. Comme toutes les grandes stars. C'est normal, en fait, les grandes stars, elles prennent leur lot quand il n'y a pas les résultats. Donc là, ça va être caché derrière un coach, derrière des trades. Mais la saison prochaine, Lillard sera exposé. C'est sûr. Bien sûr. Va prendre, moi, ce que je conseille en tous les cas, 18h, ça c'est le réveil, c'est Neil Olshey qui doit faire un transfert. Moi, le seul truc que je leur conseille, honnêtement, c'est parti. Va aller prendre Chauncey Billups. Va t'assurer que Lillard est en accord avec ça. Il fait partie de sa liste. Donc, Damian Lillard, normalement, est chaud pour Chauncey Billups. Voyons ce que ça donne avec Billups, ce qu'il peut faire. Et surtout, Neil Olshey, fais-nous un vrai travail de GM comme il a été capable de le faire par le passé, notamment chez les Clippers, où il dit « Regardez, je prends des briques et des brocs et j'essaie de construire un vrai effectif. » Et où, notamment, on se regarde droit dans les yeux et on dit « franchement, très content pour le comeback de Carmelo Anthony en NBA, c'était très bien. Très content d'avoir eu certains de ses jumpers dans le Money Time. Très content aussi d'avoir eu Enes Kanter quand il fallait prendre des moissons rebonds. Mais observons la NBA actuelle. Discute avec notamment Chauncey Billups pour voir avec quel type d'effectif il a envie de viser le titre. Et va aller agresser Fais une offre aux Pélicans ou aux Celtics alors? Ou aux équipes qui seraient capables de vouloir un CJ McCollum à côté de leur star. Tu vas travailler les Pacers au corps là? Est-ce que tu vois TJ Warren? TJ Warren, est-ce que c'est pas quelque... non, c'est pas bien. Ok, d'accord. Malcolm Malcolm Brogdon, c'est pas... je trouve ça petit bras, TJ Warren. Ah oui, je te dis pas que c'est costaud, puis tu vas pas l'échanger contre McCollum, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. On se calme. Ok, non, mais je cherche en fait, parce qu'en fait, cette situation, on l'a déjà évoquée à maintes reprises, et on se rend compte qu'elle est pas évidente, sauf que là, j'ai vraiment la sensation qu'on y est, par contre. T'as pas la sensation que McCollum, il sera pas aux Blazers à la prochaine reprise NBA? Non, moi j'ai l'impression qu'ils sont tout à fait capables à Portland de dire les gars, on l'a vu sur 5 semaines la saison dernière, lorsqu'il a joué et qu'il était en forme, c'était un All-Star et on a envie de revoir cette version pendant un an avec un nouveau coach. Et ça s'entend, c'est quoi? Ah bah ouais, mais ça s'entend. Si ça se trouve, les mecs ils ont envie de dire putain, cet effectif, c'est l'effectif de la finale de conf 2019. On a envie de voir justement qui est encore meilleur. On a envie de voir ce que ça peut donner avec un nouveau coach. En tout cas, je dis pas que ce discours est imprononçable parce que je pense que Neil Olshey est capable de dire prochain coach qui arrive, tu sais déjà 4 de tes 5 titulaires et en attendant de voir ce que Norman Powell va demander sur le market. Parce que ça, on en a à peine parlé, mais Norman Powell, à mon avis, il va regarder le marché, il va faire... Vous avez vu le contrat de... Tu connais Luke Kennard? Ouais. Parce qu'il a pris 64 sur 4. Ou Jeremy Grant, hein. Ah, clair. Ou voilà. Ah bah ça c'est sûr, hein. Norman Powell, en plus, entre guillemets, c'est triste pour les Blazers, mais ils ont besoin de son profil, il est en position de force. Et si pour 95 millions l'année, t'as Norman Powell, CJ McCollum et Damian Lillard, rendez-vous dans les 30 prévus en 30 jours, et alors là, mon pote... Bah ouais, c'est pour ça que je te dis, moi j'ai du mal à croire que McCollum soit... McCollum limite contre 2 role-players un peu plus 3&D, limite Portland est limite plus équilibré en fait. On va voir. Dans tous les cas, les fans de Portland, dites-nous vous ce que vous pensez de tout ça. On a fait un gros et long apéro, il fallait qu'on en discute parce qu'il y a plein de choses à surveiller. Dites-nous ce que vous pensez de l'avenir évidemment de Damian Lillard à Portland ou de l'avenir de Damian Lillard tout court. Quel coach vous voyez à la tête des Blazers? Alex, comme d'hab, je te laisse avec le mot de la fin. Le mot de la fin, ouais, là tu me prends un peu de court, mais en gros, le mot de la fin, je pense qu'on a quand même bien fait le tour là pendant tout cet apéro, mais... En fait, le mot de la fin, c'est toute la difficulté qu'ont ces équipes à la Blazers, à la petit marché. Genre, comment tu fais, en fait, pour être un vrai contender?
On se rend compte en fait, parce que ça commence à faire un petit moment qu'on commande ce genre de situation. C'est pas arrivé qu'aux Blazers, ça. Là, ce sont les Blazers, mais c'est arrivé à d'autres équipes par le passé et ça va arriver à d'autres équipes dans le futur. Comment tu fais quand tu es dans cette situation-là, que tu as des gros contrats sur le dos et tout, des trucs et tout, que tu viens de subir un échec pour rebondir et vraiment devenir un contender? C'est tout, voilà. C'est tout le mal de tête qui attend Neil Olshey. Le challenge est énorme. Moi, mon mot de la fin, ce sera MWP, Mutually Parted Ways. N'oubliez pas, hein, quand on vous dit que ça a été une rupture à l'amiable, ça veut dire qu'il y en avait un qui était vénère. Voilà. Des bisous et on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube Trash Talk. Des bisous. Ciao.